Voilà ce lien ancestral entre l'agriculture et la technique. Il y a de l'enthousiasme, on l'a vu, mais aussi des résistances. Pourquoi nos agriculteurs sont-ils parfois rétifs au progrès technologique? Certains redoutent d'être dépendants à l'égard des machines. Comment trouver le juste équilibre pour ne pas perdre le lien avec la nature? Ceux qui résistent au tout technologique ne risquent-ils pas de se marginaliser? Ce sont quelques-unes des questions que nous laisse ce film Agriculteur 3.0 d'Étienne Crépin et Frédéric Schneider. Et pour approfondir à présent, j'accueille sur ce plateau Benoît Biteau, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes député européen, mais aussi agriculteur, paysan en Charente-Maritime. Avec nous également Marc Barbier, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche à l'INRAE. Vous êtes agronome et chercheur en sociologie. Nous sommes également en ligne avec Véronique Bellon-Morel, bonjour. Vous êtes directrice de DigitAg, Institut Convergence Agriculture Numérique, autrement dit au cœur de notre sujet du jour. Et puis Laurent Duplon, bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Loire, président du groupe d'études Agriculture et Alimentation, et vous êtes vous-même éleveur laitier. Alors, je commence par ce qui m'a frappé, moi, dans ce film. Ce sont ces approches finalement très différentes vis-à-vis de la technologie. Je le disais, il y a des enthousiastes, il y a des sceptiques. On voit aussi parfois des agriculteurs qui sont complètement dépassés. C'est une réalité, ça, Marc Barbier, chez les agriculteurs français, cette diversité d'approches de la technologie? Je vais vous faire une réponse, non pas de Normand, mais qui vous paraîtra peut-être un petit peu déplacée. Mais les agriculteurs ont souvent eu à subir ce genre de vision, parfois aussi parce qu'ils pouvaient s'attarder à donner cette vision à l'extérieur, pour des raisons culturelles, par exemple. Mais je pense que ce dont témoigne ce reportage, c'est effectivement, à travers certains cas de figure, les difficultés dans lesquelles se trouvent déjà des exploitations, quand elles doivent en plus faire ce passage ou ce saut numérique. Et on va en parler. Benoît Biteau, vous êtes retrouvé, vous, dans ce portrait des agriculteurs français qui nous est montré dans ce film? Oui, il y a des choses qui sont indiscutablement des constats qu'on peut trouver sur le terrain. Moi, je suis scientifique de formation, je suis aussi agronome. J'ai donc beaucoup de respect, d'admiration même pour les prouesses technologiques qui arrivent à permettre de faire avancer des choses. On ne peut pas contester que ces nouvelles technologies ont effacé un paramètre important dans le métier d'agriculteur, qui est la pénibilité du travail. Et ça, on peut difficilement remettre en cause ces avancées technologiques qui ont effacé la pénibilité du travail, qui est une des raisons de l'exode rural à un moment donné. Moi, je me rappelle mon père qui a 83 ans. Lui, ce qu'il voulait pas vivre, c'était ce métier pénible qui était celui de ses parents. Donc, la technologie pour effacer la pénibilité du travail, ça sert l'intérêt commun. Attention à ce que, dans ces logiques un peu technologiques, on ne s'éloigne pas de l'intérêt commun et que certains profitent de ces évolutions au détriment de l'intérêt commun. Donc c'est ça le point de vigilance à avoir. Et on va évidemment en reparler. Je voudrais avoir votre sentiment, Véronique Bellon-Morel, et votre avis sur une question, parce que quand on regarde ce documentaire, on a l'impression quand même qu'entre les satellites, les robots, les OGM, les drones, l'intelligence artificielle, on est là pour le coup dans l'histoire de l'agriculture face à une nouvelle rupture, peut-être une rupture historique. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle vague d'innovation qui arrive dans tous les secteurs de l'économie. Elle arrive aussi en agriculture. On peut parler de révolution. Alors est-ce que ça en est une? Tout d'abord, comme l'ont précisé les deux interlocuteurs précédents, c'est vrai que ça accompagne l'agriculteur et il faut rester dans une logique d'accompagnement physique, donc réduire la pénibilité physique du travail. Aujourd'hui, ça permet aussi d'augmenter en quelque sorte l'agriculteur d'un point de vue de la perception. Vous avez parlé des drones, vous avez parlé des satellites, on peut mettre, comme on a des montres connectées, on peut mettre des espèces de bracelets ou de colliers connectés aux animaux pour voir s'ils se portent bien et détecter de manière précoce en fait des maladies. Donc il y a cette augmentation, je dirais, de la perception, voire de la cognition, puisque ces systèmes peuvent permettre aussi
d'aider à la décision. Et ça aussi, c'est révolutionnaire en ce sens que le confort du travail, la réduction des risques, on a 2 agriculteurs avec nous et il faut qu'ils s'expriment là-dessus. L'agriculteur, c'est une personne qui va gérer les risques tout le temps. Et les risques, ils vont être liés à la météo, ils vont être liés aux maladies des animaux, ils vont être liés aussi à des risques commerciaux. Voilà. Donc tout ce qui va aller dans le sens d'un équipement, d'une assistance, d'un appui aux agriculteurs, je pense sera bénéfique au métier et rendra le métier plus attractif. Laurent Duplon, vous aussi vous êtes retrouvé dans ce portrait assez varié finalement, ces approches. Est-ce que ça rejoint des conversations que vous pouvez avoir avec vos collègues agriculteurs lorsqu'il s'agit de s'équiper notamment en équipement assez lourd et assez coûteux ? Ouais, moi ce que je trouve surtout, c'est que dans le reportage, on a un peu 2 sortes d'approches. D'un côté, le jeune agriculteur qui dit « je ne veux pas mettre de robots parce que la technologie, je préfère être en contact avec mes animaux », qui laisserait supposer que lorsqu'on prend la technologie, l'éleveur n'est plus en contact avec ses animaux ou moins, ce que je réfute parce que je pense qu'au contraire, l'exemple par exemple du robot de traite, c'est exactement l'inverse. Si vous avez un robot de traite, il faut avoir un œil d'éleveur encore plus affiné que lorsque vous n'avez pas de robot de traite. Parce que les éléments peuvent aller très vite et que vous avez besoin d'avoir une surveillance plus accrue. Par contre, vous avez de l'autre côté un céréalier qui utilise la toute dernière technologie. Ce que moi je vois en réalité, c'est que l'utilisation des nouvelles technologies, elle peut se faire à n'importe quel niveau. La dématérialisation des déclarations, par exemple pour les déclarations de naissance, ont permis, par exemple pour un éleveur, d'aller plus vite en termes de déclaration, de mieux respecter les règles administratives, mais aussi d'avoir un appui pour les déclarations PAC, par exemple, qui lui permettent d'avoir des solutions plus rapides. Mais je pense que l'évolution des technologies est plutôt un progrès pour les agriculteurs, à condition que l'agriculteur l'utilise correctement et que ça ne soit pas pour lui plus une contrainte que le système qu'il avait avant. Et ça dépend de la formation, ça dépend de l'envie de l'agriculteur à se former, et que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que par exemple sur les déclarations, quand on dématérialise, quand l'État demande que cette dématérialisation se fasse obligatoirement, ça peut mettre certains agriculteurs dans l'impasse, parce que ceux qui n'ont pas la possibilité ou l'envie d'aller là-dedans, se trouvent un peu coincés. Ouais. Je voudrais qu'on aille sur un certain nombre de sujets qui sont abordés dans ce documentaire, notamment la question écologique. Vous disiez moins de pénibilité, Benoît Biteau, grâce au progrès technique, mais de fait aussi, la technologie peut aider à rendre l'agriculture plus verte, plus écolo. Ça, j'y crois pas par contre. Ah, vous y croyez pas ? Dites-nous pourquoi. Non, j'y crois pas parce que quand on regarde aujourd'hui les avancées technologiques qu'on nous propose, c'est des drones, des logiciels qui permettent des réductions de doses. Réduction de doses de pesticides, d'engrais de synthèse. C'est déjà ça. Le céréalier, oui, sauf qu'aujourd'hui on a des données techniques, de la recherche indépendante qui nous montrent que sur le sujet des pesticides par exemple, c'est pas la dose qui fait le poison, c'est pas la dose d'exposition qui fait le poison, c'est l'exposition quelle que soit la dose. Donc on doit tendre vers des logiques qui nous permettent de nous affranchir de ces substances de synthèse. Parce que ce qu'on voit dans le film, il faut bien le rappeler, c'est à un moment, ça nous permet effectivement, ça permet aux agriculteurs de mieux gérer le dosage qu'on va épandre un produit phytosanitaire. Mais pour moi, ça c'est pas, pour moi, parce que je pratique l'agroécologie, parce que ce qui m'intéresse dans la pratique de l'agriculture, c'est l'agronomie, et c'est antinomique d'imaginer qu'on puisse faire de l'agroécologie tout en continuant d'utiliser même à des doses plus réduites des pesticides ou des engrais de synthèse. C'est antinomique. C'est pour ça que je disais qu'il faut un point de vigilance par rapport à l'intérêt commun. Parce que l'utilisation des pesticides, des engrais de synthèse, eh bien c'est continuer avec une agriculture qui peut impacter négativement le climat, qui peut impacter négativement la biodiversité et qui peut impacter négativement également notre santé. Donc voilà, un point de vigilance sur lequel... et c'est pour ça que ma réponse a été très franche. Oui, mais voilà, elle a le mérite de la franchise. Et je vais demander à Véronique Bellon-Morel une réaction et peut-être d'ailleurs un point de désaccord. Merci, oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors je suis d'accord avec le fait de dire que si on s'arrête à l'utilisation de ces technologies pour réduire les doses, on ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple à INRAE, c'est aussi
soutenu par beaucoup de monde, le gouvernement et puis d'autres instituts de recherche. On cherche vraiment à mettre en place des pratiques agroécologiques avec des changements de système. Donc on parle d'un changement systémique, ce n'est pas seulement réduire la dose. Ceci dit, dans ces changements de système, on va aussi avoir besoin de technologies très précises. On va pouvoir peut-être utiliser des intrants, des pesticides qui seront plus naturels, avec des antagonistes, etc., qui coûteront plus cher. Et donc on va avoir aussi besoin de précision. Donc je suis d'accord sur le fait de dire que ça crée ce qu'on appelle un verrouillage si on s'arrête à « je réduis la dose ». Donc il ne faut pas s'arrêter là, mais en revanche, ces technologies de précision permettent aussi de mettre en place de l'agroécologie qui aujourd'hui est un petit peu compliquée parce que quand on travaille en agroécologie, on va associer des cultures, faire des cultures mixtes. Eh bien, comment je fais pour ensuite récolter de manière différentielle des cultures qui vont être semées, des espèces différentes qui seront semées. On va avoir besoin de précision également pour semer. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut effectivement se poser cette question sur numérique et agroécologie, et c'est pas antinomique. Juste si je peux réagir rapidement. Très très bon exemple, c'est-à-dire que sur ma ferme, moi je pratique l'agroécologie notamment avec des mélanges d'espèces, et pour réaliser ça, j'ai un semoir particulièrement évolué techniquement qui me permet de semer deux espèces différentes, à 2 profondeurs différentes, à 2 densités de semis différentes. Donc on est d'accord, c'était juste par rapport à l'agroécologie dont on nous parle, qui utilise encore des substances de synthèse, où là je pense que c'est pas la bonne réponse. Laurent Duplomb, peut-être sur ce point-là, vous avez recours à la technologie, évidemment, dans votre exploitation. Ça concourt, selon vous, à une action plus écolo ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'approche qui consisterait à dire que l'action écolo, c'est la punition obligatoire pour tout le monde. Je pense qu'au contraire, on a besoin des nouvelles technologies pour améliorer nos pratiques et éviter qu'on se retrouve dans une impasse technique. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à un moment donné, on arrive à un point où on interdit des substances chez nous produites sur nos exploitations, alors que nous ouvrons la porte à des importations qui en sont complètement bourrées. L'exemple typique, c'est le rapport que je viens de sortir sur le sésame, qui est à 3700, voire 5000 fois en agriculture biologique, la dose d'oxyde d'éthylène. Donc je pense que là-dessus, il y a 2 sujets. Il y a la technologie qui peut permettre d'améliorer les pratiques, et de trouver des pratiques qui se substituent aux produits chimiques. L'exemple typique des robots pour améliorer le binage d'une parcelle et donc éviter d'appliquer des produits phytosanitaires, ça c'est un élément. Mais on a aussi la possibilité avec l'intelligence artificielle de diminuer les doses. Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle embarquée, on a des capacités de diminution des doses de plus de 90%. Donc, est-ce que intelligemment et objectivement, on ne peut pas se poser ces questions-là, plutôt que d'en rentrer dans un débat obligatoirement contre tout produit phytosanitaire, tout en sachant que tout ce qui rentre de l'étranger et qui vient dans nos assiettes en contient énormément. Alors on a compris qu'il y avait un désaccord, on ne va pas faire tout le débat là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres points dans ce film. Et je voudrais qu'on parle du rapport toujours entre nos agriculteurs et la technologie et de la situation de la France en particulier. Je me tourne vers vous, Marc Barbier, parce que la France est un pays d'agronomes. Comment aujourd'hui, dans la course au progrès, se situe notre agriculture, nos agriculteurs? Est-ce qu'on est bien placé, bien classé par rapport à d'autres pays? Alors, la réponse sera aussi franche que précédemment vous l'avez faite, c'est que cette unité de mesure ne marche pas. C'est-à-dire la maille nationale ne permet pas de rendre compte de la question que vous posez, qui consisterait du coup à traiter de comment les agriculteurs peuvent ou pas faire fructifier des technologies qu'ils adoptent ou qu'ils créent, parce qu'on y reviendra aussi, il y a aussi une part de création technique. Et c'est vrai que quand on compare la Hollande et qu'on enlève l'eau, on a la taille d'une région en Allemagne. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la France, elle n'est pas plus ou moins en retard que les autres. C'est un endroit où il y a énormément encore d'investissements dans le machinisme agricole. La France, c'était récemment encore le pays où il y avait énormément de tracteurs. Dans le film, on a vu qu'il y avait des réticences à acheter de nouvelles, de nouveaux robots, de nouvelles machines. Alors, il y a des réticences sur certains appareils, mais il n'y a pas de réticence, vous l'avez mentionné, sur les semoirs. L'agriculture de conservation, mais aussi l'agriculture biologique ont aussi énormément de relations assez intimes avec l'agriculture de conservation. Alors, l'agriculture de conservation des sols, c'est donc un modèle agricole qui
qui consiste à essayer de faire valoir au plus possible les successions de cultures, l'occupation permanente du sol et surtout la fertilité du sol. Donc bon, c'est ce que je pratique moi. C'est ce que des gens vont pratiquer de longue date dans l'agriculture biologique, c'est ce qui était vraiment mis en lumière par l'agroécologie, c'est aussi ce qui l'est par le 4 pour 1000, c'est ce qu'on va trouver au niveau international aussi en termes de mot d'ordre de l'agriculture de précision. Donc voilà, pour revenir à cette question de savoir si en Europe on est bien, je dois dire, comparer l'agriculture grecque et l'agriculture hollandaise sur ces questions me paraît difficile. Donc voilà. Alors après, on peut comparer des niveaux de formation. Peut-être que là, on peut toucher. Et là-dessus, nos agriculteurs en France, particulièrement on a quand même un appareil de formation en France qui hérite des grandes lois de modernisation et d'un système d'enseignement technologique et d'enseignement supérieur qui est quand même reconnu au niveau international. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas photo. Et puis, je crois qu'il faut souligner de façon très nette les efforts qui sont faits par la profession, leurs propres organisations consulaires, mais aussi maisons familiales rurales, tout ce qu'on va trouver du côté des opérateurs associatifs qui vont être aussi impliqués dans la formation. Et ça, c'est à mon avis un point crucial au niveau de cette question de l'agriculture V03, c'est tout ce qui peut être fait en plus et notamment plus rapidement que ce qui n'a pas pu être fait déjà dans la formation initiale. Ouais. On va regarder un extrait parce que tout à l'heure, le sénateur Laurent Duplon évoquait les robots de traite et c'est un extrait qui est très intéressant dans ce film parce qu'il montre bien les ambivalences, les difficultés qu'on a parfois à situer par rapport à ces investissements qui sont très lourds. Regardez, puis on va en parler après. Quand on clique sur la vache, ça nous donne les informations sur la vache, sur son numéro, il va voir ses données. Et donc là, j'ai la courbe de production qui baisse. La rumination a baissé, elle est repartie et rebaissée. Voilà, elle est mise à séparer pour aller dans l'infirmerie. Et je vais ramener la vache et le robot va la diriger directement vers l'infirmerie. Quand je vois le prix d'un robot, je préfère payer quelqu'un. Si moi, la ferme dégage assez de revenus pour pas embaucher quelqu'un, je préfère payer quelqu'un que payer mon banquier parce que j'ai fait un emprunt pour acheter des robots, des trucs qui coûtent hyper cher. Voilà, je suis plus dans cette optique-là. Et l'avantage, c'est que si j'ai un salarié avec moi ou un associé, quand il a fini la traite, il peut faire d'autres choses aussi. Et ça nous était arrivé, les vaches ont cassé une clôture, elles sont parties se balader. Voilà, on s'est mis à deux, aller les chercher, à les ramener. Le robot de traite, lui, il va attendre pour faire sa traite. Si les vaches sont en allée, c'est pas lui qui va courir après. Alors il y a beaucoup de choses dans cet extrait, peut-être là-dessus Laurent Duplon, parce que je sais que vous avez, je crois, vous, un robot de traite. Dans le film, on nous dit que ça coûte 220 000 €. C'est pas un cadeau empoisonné pour un agriculteur, ce qui va passer des années et des années à rembourser. Alors l'exemple typique du reportage, c'est exactement la question qu'on s'est posée avec mon épouse en 2009 quand nous avons investi dans un robot de traite qui ne coûtait pas 220 000 mais 150 000 € puisqu'on traite 70 vaches avec une stalle de robot. Une stalle, ça veut dire une place, c'est-à-dire il se traite une vache à chaque fois et donc en traisant 24 heures sur 24, il arrive à traire mes 70 vaches. D'abord, premièrement, il faut être hyper pointu techniquement et en termes de qualité d'éleveur. Parce que là où l'éleveur qui présentait son robot démontre certaines choses, c'est que d'abord, le robot permet parfois de pouvoir voir les problèmes que peut avoir un animal bien avant que nous puissions le voir par l'œil humain. C'est-à-dire qu'avant que la vache diminue ses trajets, avant que la vache ait des difficultés, on peut le voir à l'intérieur du robot, puisque je vous rappelle que le principe de la traite robotisée, c'est exclusivement que la bête décide d'aller seule dans le robot. Elle n'est contrainte de rien. Donc il faut absolument que la bête soit en bonne forme, il ne faut pas qu'elle ait mal aux pieds, il ne faut pas qu'elle ait des problèmes pour pouvoir se véhiculer et aller directement dans le robot. Le deuxième élément, c'est la perception par rapport aux jeunes qui dit « je préférais embaucher plutôt que d'investir ». La situation, elle est simple. Moi, j'ai investi dans un robot qui coûtait 150 000 €. Il m'a coûté 1100 et quelques euros par mois pendant le temps où je l'ai amorti. Si j'avais pris un salarié, j'aurais payé plus de 2000 € et je n'aurais pas eu un salarié ni le samedi ni le dimanche, ni les jours fériés pour pouvoir traire avec lui. Donc, à un moment, chaque exploitation a une situation différente. Le choix que nous avions fait avec mon épouse, c'était d'acheter un robot parce que d'abord, premièrement, ça coûtait plus cher un emploi salarié et que d'un autre côté, ça nous apportait une amélioration de la condition de vie par rapport aux responsabilités que j'avais le week-end comme les jours de semaine
de jour comme de nuit. Et que le robot n'est pas la solution à tous les maux. Par contre, il apporte une solution à l'agriculteur, à condition que cet agriculteur soit vraiment dans cette idée-là et accompagne le principe de la robotisation. La robotisation ne se substituera jamais à la qualité de l'éleveur. Alors c'est justement un point intéressant d'ailleurs. On a l'impression qu'il y a une inquiétude qui s'exprime dans le documentaire, c'est le fait de s'éloigner, à force d'investir dans des technologies, de s'éloigner de l'élevage, de s'éloigner de la terre. C'est quelque chose que vous craignez, vous, Benoît Biteau ? C'est pas contestable que la technologie peut détecter des choses que le regard humain n'arrive pas toujours à voir, ou en tout cas en décalé. Ça, c'est pas contestable. En revanche, moi, je tiens à replacer la logique de la robotisation de la traite dans un contexte plus global. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur un robot de traite, on n'est plus sur des systèmes herbagés, par exemple. Parce qu'il faut que l'animal soit renfermé dans un bâtiment et qu'il ait accès au robot de traite. Si on les met à l'herbe, il y a beaucoup de vaches qui reviennent plus au robot de traite. C'est ce qu'on appelle en zootechnie le réflexe conditionné. C'est-à-dire que pour revenir au robot de traite, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui l'attire. Et je vous coupe une seconde parce que je vois que apparemment Laurent Duplon n'est pas d'accord. On va lui donner la parole et puis je vous laisse finir après. Laurent Duplon, rapidement, très rapidement. Non, je vais vous expliquer exactement comment ça se passe sur mon troupeau. Nous traisons en moyenne 70 vaches. Nous faisons 2 lots. Un lot de 50 vaches qui sont en fin de lactation, qui ne sont pas dans les meilleurs en termes de production, et d'une vingtaine de bêtes qui sont en début de lactation. C'est vrai que les débuts de lactation, nous ne les laissons pas sortir dans les prés, parce que nous souhaitons qu'elles puissent passer plus régulièrement en robot. Par contre, les 50 autres, elles sortent à partir de 8h du matin, et elles rentrent dans le bâtiment quand elles veulent. La précision est donnée. Tous les animaux peuvent sortir. La précision est donnée. On laisse terminer Benoît Biteau sur ces. Oui, mais Monsieur Duplon est encore dans des dimensions, on va dire, qu'on pourrait qualifier de familiales, 70 vaches. On voit des robots de traite qui s'installent dans des troupeaux beaucoup plus grands. Et donc, ça pose la question du modèle agricole qui est associé à la robotisation. Un robot de traite, ça reste une dimension familiale. Chez les frères Moinard en Vendée, on est déjà sur 2 robots de traite, un troupeau plus important, et donc des animaux qui sortent beaucoup moins. Et donc, ça pose la question du modèle global. C'est-à-dire que pour que les vaches reviennent au robot de traite, il y a quand même aussi autour du collier, autour de la vache, un petit collier avec un distributeur d'aliments concentrés qui les amène à venir au robot de traite, même si ça les soulage de les traire, c'est pas contestable. Donc il y a un effet de soulagement qui est lié à la rentrée dans le robot de traite. Mais le système herbagé est aussi un système qui économiquement est pertinent. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des éleveurs qui reviennent à des fondamentaux, qui nourrissent des herbivores avec de l'herbe exclusivement et qui produisent beaucoup moins, donc s'exposent moins aussi à des risques de mammites, de parasites, et donc du coup avancent vers d'autres logiques qui sont moins dans la production, mais qui, au bout du bout, et c'est ça qu'il faut intégrer, parce que c'est peut-être ça la marge de manœuvre du revenu des agriculteurs, parce que c'est de ça qu'il faut qu'on parle quand même. On parle du revenu des agriculteurs, des producteurs. Parce que ça c'est une inquiétude dans le film. On voit bien cette crainte, ce poids psychologique. On parle toujours de chiffre d'affaires, sauf que le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur de revenu. Et aujourd'hui, quand on a des coûts de production qui s'envolent, eh bien, le cocu, si je peux m'exprimer comme ça, de la situation, c'est le producteur, parce que lui, quand il défalque de son chiffre d'affaires des coûts de production qui sont énormes, eh bien, dans son porte-monnaie, il n'en reste pas beaucoup. Et c'est ce qui explique que beaucoup d'agriculteurs, et particulièrement des éleveurs, ne s'y retrouvent pas. Donc attention, c'est un point de vigilance important. Alors là-dessus, peut-être Véronique Bellon-Morel, vous qui travaillez justement sur la digitalisation de l'agriculture, sur de nouveaux outils très, très performants, est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement parfois trop coûteux, ces nouveaux outils ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet, le coût. Alors, pour revenir sur les robots de traite, 3 choses à vous dire. D'une part, robots de traite et pâturage, c'est vraiment des sujets chauds, avec des expérimentations qui ont été faites dans le Finistère et puis en Loire-Atlantique, avec des choses qui réussissent, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre des robots de traite au pâturage. Voilà. Alors, il y a des investissements particuliers, mais qui sont rééquilibré, je dirais, par le gain qui est fait sur l'alimentation. Donc ça, c'est des sujets de recherche. Les autres points importants, c'est les robots de traite. Il y a 4 ans, quand
installé notre institut, j'ai fait venir une éleveuse de la Haute-Loire qui s'appelle, comme vous, Monsieur Chapuis, Marie Chapuis, et donc elle nous a dit, moi j'ai pu reprendre la ferme de mon père, j'ai pu faire de l'élevage parce qu'il y avait un robot de traite. Et en fait, le robot de traite, c'est aussi choisir le moment où on va travailler. Hein. Sinon, la traite, c'est à 6 h le matin et puis à 18 h, voilà. Alors là, on peut allouer du temps à des tâches qui sont aussi plus rémunératrices. Et je viens sur le point qui vient d'être évoqué. Il y a deux problèmes. Il y a le problème de la production, et peut-être qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont mis tout l'effort sur la production, mais lorsque votre lait, vous ne pouvez pas le vendre au-dessus d'un certain prix, c'est bien dit dans le reportage, on ne maîtrise pas le prix de vente, et bien vous êtes coincé. Donc effectivement, ce qui va vous décoincer, c'est de pouvoir faire de la vente directe. Et là aussi, le numérique, c'est important. Et c'est bien montré dans le documentaire. Les 3 voies qui ont été bien montrées, je trouve, de ce documentaire, c'est l'assistance à la production, c'est l'assistance à la vente, et avec des modèles agricoles très très différents, hein, certains, je dirais, très artisanaux, sur les plantes médicinales par exemple, et puis c'est tous les échanges de connaissances avec l'atelier paysan, les échanges entre pairs et aussi également le lien qui est renoué entre l'agriculture et la société. Ouais. Voilà. Alors donc, ça c'est très intéressant parce que vous abordez un sujet qui est présent dans le film, et d'ailleurs je pense qu'il y a une question de génération sur ce sujet, j'aimerais bien vous entendre là-dessus Marc Barbier. C'est la question du sens. Vous évoquiez, Madame Bellon-Morel, cette jeune agricultrice qui était venue vous voir, avec qui vous avez travaillé. Il y en a une autre dans le film, il y a une jeune femme qui veut reprendre l'exploitation de ses parents, puis qui a une hésitation, qui dit qu'elle voit plus trop le sens qu'il y a à ce métier. Plus il y a de technologie, moins il y a de sens dans l'agriculture, Marc Barbier. Non. Entre technique et technologie, il y a un logos d'écart, c'est-à-dire la question de la connaissance. Les agriculteurs sont les premiers dépositaires de la technicité. Quand on est neuf dans un métier comme celui-là, il y a toute une marge de progression, et c'est vrai que s'inscrire dans un modèle parental ou dans un modèle d'exploitation, c'est déjà être imprégné d'un certain nombre de choses. Pour autant, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres au niveau du bac pro, les agriculteurs, les enfants d'agriculteurs, hein, filles ou fils, ne sont plus de loin en grande majorité. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi. Là, il y a une rupture vraiment. C'est-à-dire que celui qui devient agriculteur, c'est pas forcément un enfant d'agriculteur, c'est quelqu'un qui l'a choisi, qui l'a décidé. Ce vers quoi on va, c'est précisément cette question de savoir quels sont les types de modèles techniques, économiques, technico-économiques, sociaux et même ruraux, quand il s'agit de l'agriculture territorialisée, ces jeunes vont être capables d'inventer et de mettre en place. Donc je reviens sur cette question, ce fait fondamental. Les agriculteurs sont dépositaires d'une certaine technicité. Et ce qu'ils partagent tous dans ce reportage, c'est précisément la capacité qu'ils ont à inventer, à critiquer, à déplacer les frontières. Et donc, je crois que c'est aussi une vision qu'il faut avoir de l'agriculture aujourd'hui. Donc je comprends évidemment les oppositions qu'on pourra trouver entre modèles techniques, comme dans toute profession, entre valeurs et éthique du métier, mais du point de vue de ce qu'on peut observer, cette part importante de technicité est réouverte par le numérique. L'atelier paysan, pour l'instant tel qu'on les voit dans le reportage, on a plutôt envie de voir des gens qui bricolent. Mais comme c'est vrai qu'on a l'impression, alors que c'est beaucoup plus, c'est vraiment une initiative collaborative. C'est un extraordinaire réseau. Et alors évidemment, ils font pas des drones, mais un jour ils en feront, et peut-être même ils feront d'autres choses. On partage des connaissances. Par contre, ce qui est essentiel, effectivement, dans ce groupe, dans cette association Atelier Paysan, mais qu'on va retrouver dans les groupes APAD, dans les groupes bases, qu'on va retrouver dans les CIVAM, qu'on va retrouver dans tout un ensemble d'agriculture de groupe, c'est le partage de connaissances. Et donc il y a peut-être un truc qui manque dans le reportage. Je l'ai pas sur moi, j'y recharge. C'est le smartphone. On le voit un petit peu. Mais moi, pour avoir fait un peu d'enquête dans le Pays de Caux et ailleurs, on voit l'importance que les agriculteurs accordent à cet objet pour avoir très rapidement des informations de tout ordre, des connaissances, pour partager, et pas que sur YouTube. Donc ça aussi, c'est quelque chose, à mon avis, qui est assez, qui est une reprise, je crois, pour l'avoir vu beaucoup moins fonctionner. C'est le désir qu'ont les agriculteurs de faire des choses ensemble, d'expérimenter ensemble. Et ce faisant, ils questionnent aussi énormément les appareils de développement, qu'ils soient consulaires, scientifiques ou techniques, fournisseurs ou récolteurs. Donc il y a une inversion, ce que j'appelle une inversion de la prescription de conseil. Les agriculteurs veulent devenir aussi
chargés des questions et des bonnes questions eux-mêmes qu'ils ont à poser et à qui de droit. Voilà. Donc ça c'est important et je pense que le numérique, le V03, c'est aussi cette capacité-là. Donc on ne doit pas rester bloqué sur le robot de traite ou sur des considérations de ce type pour appréhender ce tournant V03. Mais c'était quand même important. C'est une illustration qui est intéressante. Juste pour finir, c'est qu'en fait, c'est les 15 kg par an qui lui font cher. C'est-à-dire, c'est les surcoûts de maintenance dans son propos. C'est-à-dire que là aussi, c'est une technicité de sa part. Bon, j'ai acheté un modèle tout pacté, je explore progressivement aussi ses défauts. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit restituer à la part de la technicité de l'agriculteur. Et j'ai une toute petite précision, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez d'agriculture. V03, c'est le titre de ce film, l'agriculteur de 3.0, mais techniquement, ça veut dire quoi exactement, en quelques mots ? Je laisserai volontiers Véronique s'exprimer là-dessus. Alors là-dessus, Véronique Bellon-Morel, peut-être. Merci. Oui, en fait, l'agriculture numérique, ça n'est pas l'agriculture de précision. Ça la dépasse. On dit qu'il y a trois leviers qui font l'agriculture numérique. C'est la donnée, beaucoup plus nombreuse. Elle vient des satellites, on n'en a pas parlé, les objets connectés, l'Internet des objets. Donc aujourd'hui, une station météo, elle est reliée à Internet, un tracteur, il est relié à Internet. Donc de la donnée en abondance, des capacités de traitement de données avec l'intelligence artificielle, le calcul haute performance, qui vont permettre d'extraire des choses là, de ces courbes qu'on a vues. Et grâce à ça, on arrive à dire si un animal commence à aller mal, etc. Donc intelligence artificielle. Et le troisième levier, c'est la connectivité. Et donc, la liaison entre les gens, entre les objets et les machines, les objets et les gens, etc. Donc, ce sont les trois choses qui font aujourd'hui l'agriculture numérique. Merci. Dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais qu'on parle d'une inquiétude qu'on peut avoir quand on regarde le film qu'on vient de voir. C'est le risque de décrochage pour certains agriculteurs. On l'a vu, je disais, certains sont réticents, rétifs, peut-être qu'ils n'ont tout simplement parfois plus les moyens d'investir. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez, Laurent Duplon ? Oui, je pense que ça peut être une inquiétude que nous pouvons partager. Maintenant, je voudrais juste revenir sur le principe, par exemple, de l'utilisation du téléphone portable. Vous savez que le téléphone portable, il a énormément d'intérêt, comme à chacun, un agriculteur comme les autres, peut lui faciliter les communications. Mais vous savez que l'agriculteur, il va utiliser le téléphone portable dans son travail pour plein de sujets. Parce que le téléphone portable est équipé d'une lampe, il va pouvoir s'éclairer quand il a besoin de s'éclairer la nuit. Le téléphone est équipé d'une calculatrice, il va pouvoir calculer plus vite tout ce qu'il a à calculer, et en particulier le remboursement de son robot, parce qu'il aura la calculatrice dans la poche. Le téléphone, c'est aussi la possibilité d'échanger avec d'autres agriculteurs par SMS ou en se transmettant des informations. Et pas plus tard que ce matin, avec mon fils, nous étions chez un voisin pour échanger des parcelles, pour améliorer notre parcellaire. Eh bien, nous avons été chercher les éléments de la surface et de l'emplacement des parcelles grâce à Géoportail qui est sur notre téléphone. Donc tout ça, c'est un élément qui permet d'améliorer les conditions de vie de tous les jours. Et c'est vrai, pour en revenir à votre question, que ceux qui n'ont pas la formation ou ceux qui ont des difficultés depuis déjà quelques années à utiliser ces données-là, oui, ont des difficultés parce que petit à petit, on a plutôt tendance à les marginaliser. Et ça, c'est un vrai défaut de l'agriculture. Je suis d'accord avec vous. Et je vous pose la même question, Benoît Biteau, risque de décrochage de certains agriculteurs, notamment pour des questions purement économiques. C'est pas lié qu'à l'agriculture, malheureusement. C'est quelque chose qu'on peut constater dans beaucoup d'autres secteurs d'activité économique. Par contre, quand on parle d'agriculture, moi je pense qu'il faut quand même faire attention à rester focalisé sur les fondamentaux, c'est-à-dire produire une alimentation de qualité, et parfois quand on produit beaucoup, on produit moins qualitatif, et puis faire attention à l'opposition technologie, être humain, c'est-à-dire que effectivement, quand il y a un robot de traite, il y a moins d'êtres humains, ça coûte peut-être moins cher, mais il n'y a pas la polyvalence, c'est-à-dire que derrière un robot de traite, on est sur des logiques spécialisées, et souvent, en agriculture, quand on veut avancer vers une agriculture qui est bien campée sur ses fondamentaux, cette polyvalence est importante. Et ça se fait, il y a une politique là-dessus en France, il y a quelque chose ça se décide politiquement, Marc Barbier, ou est-ce Écoutez, moi j'ai envie de dire ce que le ministre Le Foll avait apporté était précisément... Stéphane Le Foll, qui a duré assez longtemps. Oui. Avec cette question de l'agroécologie qui n'était pas limitée
du point de vue du modèle à l'agriculture biologique. Donc il s'est passé quelque chose du point de vue politique à ce moment-là, dans l'histoire même du ministère de l'Agriculture, avec ce Produisons autrement, qui n'est pas un label qu'on a vu beaucoup apparaître dans l'histoire des politiques de transformation et de modernisation. Et donc, qui est apparu aussi dans l'enseignement agricole. Produire autrement, c'était le logiciel. Voilà, et donc il y avait donc un des éléments de cette politique qui était le plan Enseigner autrement, et donc qui a donné lieu effectivement à un certain nombre de modifications. Bon, moi je pense on n'a pas complètement encore compris ce qui ne s'est pas passé avec cette affaire-là. Il faut quand même bien comprendre une chose, c'est qu'il y a des filières, elles sont organisées. Quand on dit prix du lait fixé par des acheteurs, quand prix des céréales fixé sur les marchés à terme, ça, ce sont des choses... Des grandes questions qui dépassent peut-être très largement d'ailleurs. Je ne sais pas si on y viendra, mais c'est là aussi où on ne va pas pouvoir y venir parce que le débat se termine. Okay. Mais... c'est la question de qui récupère les données de l'agriculture de précision. On n'a pas eu le temps de l'évoquer. Et il y a déjà des combats aux États-Unis, y compris en France, et les syndicats, les représentants des syndicats d'exploitants sont très, très affûtés là-dessus et en pointe. Et se pose cette question. À qui appartiennent les données groupées de telle sorte qu'en utilisant correctement les connaissances ou les algorithmes, on puisse produire des prescriptions autour de qu'est-ce qu'on fait cette année, avec peut-être même des issues autour d'assolements qui ne seraient pas envisagés seulement au niveau de la ferme, mais à des échelles autres. Donc ça, c'est une grande question politique. Voilà, et sans doute d'ailleurs la question de la propriété pour les législateurs, qu'ils soient européens ou sénateurs. Grosse procédure aux États-Unis en ce moment. On aura sûrement d'ailleurs l'occasion d'en reparler ici même sur Public Sénat, parce que évidemment c'est un débat à venir, un débat d'actualité et un débat à venir, cette question de la propriété des données en général, mais particulièrement pour les agriculteurs. Le débat se termine, on aurait pu encore en parler beaucoup. Merci en tout cas à chacun d'entre vous d'avoir participé à ce débat. Je renvoie à votre livre, Benoît Biteau, Paysans résistants, paru aux éditions Fayard en 2018. Merci à chacun et à chacune de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat.